Jean-Marc est là. Salut Jean-Marc, comment vas-tu? Ça va bien, quel plaisir de vous revoir, William. Ah bah écoute, je sais que tout le monde dans le chat, avant que même l'émission commence, tout le monde était impatient de t'entendre sur ce sujet. C'est d'autant plus important de t'entendre sur ce sujet, on l'a dit, parce qu'il y a il y a une très forte relation avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais vous avez en plus, je parle ici de l'Institut Léger, vraiment une expertise et une autorité sur le sujet. On va commencer par ça d'ailleurs, et je trouve que c'est très bien que vous fassiez ça dans le sondage que tu nous as partagé, ces 42 pages. Il y a justement, dès le début, votre bilan ces derniers temps. Thomas, je pense que c'est la page suivante. Voilà, donc voilà, on dit bravo monsieur, c'est ça, chapeau. C'est assez énorme, votre justesse sur le Canada. Tu l'expliques comment, alors que c'est une époque où justement on critique très souvent les instituts de sondage, à tort et à raison, il y a à boire et à manger, on est d'accord. Comment tu expliques que vous êtes, on voit sur les élections de 2021 par exemple, comment vous tombez aussi proche à chaque fois? Ouais, vous savez, le politique, c'est 1% du chiffre d'affaires d'une entreprise comme la nôtre, mais 99% des critiques. Parce que forcément, chaque parti politique va essayer de critiquer le sondage de part et d'autre. On fait partie de la dynamique. Mais l'objectif, c'est d'être le plus précis possible. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Il faut comprendre mes antécédents. Mon père était en politique. Je connais beaucoup l'intérieur du domaine politique et les conséquences des sondages et surtout le facteur le plus important au Canada, c'est le taux de votation. Et je vais te livrer un secret. La question que je pose à la veille du scrutin, comme à ce moment-ci, à une semaine du scrutin, qui est une question clé qui m'a pris 40 ans à trouver cette question-là, est la simple question suivante pour mesurer si les gens vont aller ou pas voter. Parce que si on leur pose la question généralement, les gens vont dire oui, je vais voter. Mais dans la réalité, ce qu'ils vont voter, et la question, William, est celle-ci. C'est un des secrets d'entreprise. Quelle est la date de l'élection? Si vous n'êtes pas capable de me dire que l'élection est lundi 28 avril, c'est que vous n'aurez pas voté. À moins que vous ayez voté par anticipation, là, mais vous Ouais. n'irez pas voter. Et là, en conséquence, ça me permet de cibler ceux qui vont voter parce que pour un sondeur, les 100% des électeurs ne nous intéressent pas. Ce sont les 63-64% des électeurs qui vont voter. Et toute la science est là. Quand on peut bien les identifier, on est capable d'avoir des résultats aussi précis que vous voyez là au Canada, comme vous savez. Et même aux États-Unis, vous voyez, aux États-Unis, on avait sondé 49-49, ça s'est terminé 50-48%. Avec une petite subtilité. On a une marge d'erreur de 3%, donc forcément, c'est parfait. Mais en même temps, regardez, on sous-évalue toujours le Parti conservateur d'un point. Et ça, on le sait. Ça, on y travaille. Vous voyez, même pour Donald Trump, on était à 49, il a fini à 50, malgré notre travail. Donc, pour le sondeur, même aujourd'hui, les libéraux sont en avance, on en parlait tout à l'heure, mais on se garde toujours une petite réserve parce que le vote de droite est souvent un vote plus gêné. On parle des shy voters, des gens qui sont gênés. Et donc, comme technique, il faut être capable d'intégrer les nouvelles réalités, dont ce vote-là de droite et d'extrême droite qui est plus difficile à évaluer. Ok, c'est super intéressant. Ça veut dire que donc du coup, c'est la part de votre cuisine interne d'essayer de compenser cette absence de réponse. On va voir pendant 2 secondes, pendant que je vais un petit peu expliquer à nos amis français. Thomas va afficher la méthodologie qui a été utilisée, la taille de l'échantillon, etc. On a expliqué, on a fait plusieurs émissions avec toi en expliquant l'importance par rapport à certains sondages qui ont souvent des échantillons qui ne sont absolument pas représentatifs en taille, ou en tout cas qui ont des marges d'erreur extrêmement importantes. Donc, pour que vous compreniez bien, en France, vous allez entendre beaucoup parler aujourd'hui de conservateurs et de libéraux. Ce sont les deux partis les plus importants au Canada. Il y a le parti du Premier ministre sortant, donc, qui est le Parti libéral de Mark Carney. On en a beaucoup parlé de Mark Carney, qui a pris la suite de Justin Trudeau. De l'autre côté, du côté conservateur, et c'est une personnalité que je trouve extrêmement intéressante, c'est Pierre Poilievre, parce que c'est intéressant, parce que tu vas me corriger ou pas, mais vu d'ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est monté dans cet échelon politique en imitant Donald Trump, un petit peu.
dans son Canada First. On le voit dans certains points de son discours, dans un ton parfois très agressif avec ses opposants, et qui maintenant, vu le rejet que représente Donald Trump vu du Canada, se retrouve dans une situation un petit peu ambiguë où il doit changer en très peu de temps. Est-ce que c'est un bon résumé de son cheminement? Et c'est le résumé de la campagne, parce que pendant plusieurs mois, c'était à son avantage. Pendant 2 ans de temps, en parallèle de l'élection américaine, Pierre Poilievre, du Parti conservateur, donc de droite au Canada, menait par plus de 20 points sur les libéraux, usés après 3 mandats du Parti libéral. Et là, tout à coup, Trump déboule dans la campagne comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme on dit ici au Québec. Et là, ce qui est arrivé, c'est que tout à coup, il a perdu pied. Pierre Poilievre, que tout le monde prédestinait à être premier ministre du Canada, y compris les sondeurs, à partir de mi-janvier, c'est la catastrophe. En 1 mois, le Parti libéral est passé de 21% des intentions de vote à 44%. Ils ont doublé l'intention de vote, justement parce que Pierre Poilievre était tellement associé à Donald Trump que quand Trump s'est mis à attaquer le Canada, on parle avec des tarifs, mais ici, c'est plus que ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait que le Canada devienne le 51e État américain. Et là, on s'attaquait à la souveraineté nationale du Canada. Et Pierre Poilievre a une réponse très mielleuse, une réponse qui n'était pas très claire. Alors que Mark Carney est arrivé, gouverneur de la Banque du Canada, donc quelqu'un qui a des attributs économiques, qui a été aussi nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et William, il faut comprendre qu'au Canada anglais, on a un respect très fort pour l'Angleterre, ce qui est moins le cas au Québec, où nous, on a plus d'affinité avec la France, bien sûr. Et ce Mark Carney que vous voyez à l'écran est arrivé au pouvoir, et là, ça a tout changé complètement. Et depuis ce temps-là, les libéraux mènent dans les sondages. Alors justement, avant de voir cette courbe qui se croise, on va parler de deux autres candidats qui sont plus dans l'arrière-plan forcément. Du côté du Québec, le candidat du Bloc, Yves-François Blanchet. Donc ça, c'est une spécificité, amis français, au Canada et au Québec. C'est un candidat qui représente le Québec, donc le Bloc québécois, candidat en langue française, et avec des candidats uniquement au Québec, mais ça représente sur les 343 députés qui forment la Chambre des communes, ça représente 33 élus. Donc c'est assez important. Et puis de l'autre côté, vous avez Monsieur Singh, qui lui est du parti, donc c'est un parti plutôt de gauche, c'est ça, le parti des Nouveaux démocrates, c'est ça? C'est un parti plutôt de gauche, tu le mettrais où sur l'échiquier? Un parti de gauche, donc le Parti démocrate est un parti de gauche, vous avez le Parti libéral qui est de centre-gauche, vous avez le Bloc québécois qui est plutôt centriste mais nationaliste au Québec, et vous avez le Parti conservateur qui est à la droite. Vous avez des petits partis extrêmes qu'on ne parle pas parce qu'ils ont peu de voix. Il y a les Verts qui sont à la gauche de la gauche, qui n'ont que 2 députés. Et il y a le Parti populaire du Canada qui est vraiment l'extrême droite un peu irresponsable qui se retrouve dans l'élection. Mais vous voyez Jackman Singh qui avait fait une performance relativement correcte à la dernière élection. Depuis l'arrivée de M. Trump, il a été complètement discarté. D'ailleurs, William, il y a 3 leçons actuellement parce qu'au Canada, c'est la première élection dans le G7 post-Donald Trump. Et donc, on vit avec la réalité d'un Donald Trump qui a imposé des tarifs, donc qui monopolise l'opinion publique à ce moment-ci. Mais ce que ça crée, c'est l'élimination des tiers partis. Et le NPD et le Bloc québécois ont subi des torts considérables et on s'est retrouvé à une bataille à 2. Ce qu'on n'a pas vécu au Québec, au Canada depuis très longtemps. Comme la France, vous savez, il y a une multitude de partis, mais quand le pays est menacé, on s'est retrouvé dans le fond avec 2 personnes. Donc les candidats, vous voyez à la gauche, Mark Carney, et à la droite, Pierre Poilievre, occupent plus de 80% de l'intention de vote. C'est pas arrivé au Canada depuis 1958. Ouais, depuis 1958, il y a eu une segmentation des partis, comme il y a en France. En France, c'est hyper segmenté, c'est encore plus important. Mais dans la dynamique actuelle, dites-vous qu'aux prochaines élections, il risque d'avoir de moins en moins de candidats. Non, c'est un parallèle extrêmement intéressant avec la France parce que, vu de l'extérieur, on a le sentiment, on respecte pas forcément l'ordre de ton sondage, mais je trouve que la discussion est intéressante.
on a le sentiment, si on compare de France, que c'est presque une élection de second tour. En France, ça serait ça, avec un vote utile où il y a un bloc républicain. Ici, le bloc républicain étant pas l'ennemi n'étant pas canadien, mais l'ennemi étant le risque étant américain. Et que donc, on a effectivement ces partis, le Bloc québécois, le NPD, qui souffrent du fait qu'il y a des électeurs qui le disent clairement. Là, je pense que c'est quelque chose que tu trouves dans tes sondages, qui disent clairement qu'ils vont voter utile et ils vont voter pour le Parti libéral parce que c'est pour eux le Parti libéral qui incarne le mieux la résistance à Trump. C'est ça? Exactement. Il y a un transfert de vote qui est vraiment un transfert de court terme. Vous avez des souverainistes séparatistes qui veulent l'indépendance du Québec et qui votent pour le plus fédéraliste des candidats, qui est Mark Carney. Parce que c'est un vote qui est rationnel. C'est pas un vote émotif. Là. Il n'y a pas une tendance où on adore Mark Carney comme chef du parti, mais c'est comme la bonne personne au bon moment avec le bon message. Gouverneur du Canada, il a tempéré, il a eu une rencontre productive avec M. Trump qui a permis de repousser un certain nombre de tarifs. Les gens lui font confiance pour défendre les intérêts du Canada versus les États-Unis. Et ça, donc, ça a marginalisé les différents partis politiques, dont le Bloc, qui va avoir un score acceptable, là, mais avec moins de députés que la dernière fois. Et ça veut dire qu'il y a aussi dans cette élection-ci d'autres facteurs. Vous allez voir en France, c'est le taux de votation qui a augmenté de façon considérable. Ce sont les trois facteurs. Trump a monopolisé l'opinion, les tiers partis ne retrouvent pas leur place dans ça, et le taux de votation, c'est-à-dire que l'intérêt pour la politique a augmenté. Il y a ce qu'on appelle le vote par anticipation qu'on a au Canada, donc on peut voter 2 semaines avant le scrutin. Il y a déjà le quart des électeurs qui ont voté, ce qui est nettement plus élevé qu'aux dernières élections. Oui, donc, il y a la campagne, mais avec un seul message. On ne parle pas de santé, de logement, des autres enjeux. C'est vraiment qui peut défendre comme Donald Trump. Ouais, on a l'illustration justement mise par Élection Canada. Je pense qu'il y a près de 7 millions, c'est ça, de Canadiens qui ont déjà voté. Ce qui est assez... 7,8 millions, 25,8% de la population. Ouais, c'est énorme par rapport à ça. 7,8% de la dernière fois. C'est une augmentation considérable. Oui, et puis on a vu les gens qui, dès le premier jour, se sont déplacés. Donc on sent que vraiment, il y a un intérêt. Ce qu'on a remarqué aussi, et c'est quelque chose qu'on a échangé en amont de cette émission-là, c'est que depuis 15 jours, depuis que justement ces courbes on va regarder justement chez vous le côté évolution de ces courbes, ce que tu nous disais tout à l'heure on voit très bien cet effondrement du parti libéral qui est la courbe rouge. Donc ça c'est sous le gouvernement Trudeau. Il faut savoir que le Parti libéral est au pouvoir au Canada depuis 2015. Et donc cette courbe qui s'est effondrée, et puis d'un coup l'effet Trump, ça se recroise. Et je te disais que j'avais remarqué que depuis 15 jours, Trump, volontairement ou pas, mais je ne crois pas au hasard dans la politique, Trump était assez discret sur la question du Canada. Il y a eu juste une intervention de sa porte-parole il y a quelques jours où justement une journaliste qui était à la Maison-Blanche, je crois que c'est une journaliste de CBC, qui lui a posé la question et elle a dit non, il veut toujours ça, mais il n'en parle plus. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il s'est rendu compte ou en tout cas ses conseillers lui ont dit que ça avait un effet négatif et qu'il allait se retrouver avec McCartney comme Premier ministre? Est-ce que tu penses que c'est lié à ça, son silence actuel? Ce qui s'est passé au début de la campagne, c'est que Pierre Poilievre s'est mis à critiquer Donald Trump publiquement, ce qu'il n'avait jamais fait. Et à partir de ce moment-là, Donald Trump a réagi comme toujours. Il a dit « Je préfère l'élection de Mark Carney ». C'est ce qui s'est passé. Et là, à partir de là, dans la campagne actuelle, la non-présence de Trump permet à Mark Carney d'aller cumuler son vote. Vous voyez comment la courbe a monté de façon radicale, la courbe rouge qu'on voit ici, là, a monté de façon radicale. Et après, comme toujours, quand la montée est forte, il y a l'effet de plateau. Mais le plateau est suffisamment haut aujourd'hui pour croire qu'il y aurait que le Parti libéral pourrait gagner les prochaines élections. Alors, on se retrouve dans le milieu de la deux. Ouais, avant de parler des intentions de vote aujourd'hui, j'ai une question avec
ton expérience sur le Québec et ton expérience en général en politique, y compris sur les sondages des États-Unis, cette montée-là, cette courbe soudaine, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu en politique ou c'est vraiment une situation totalement unique et nouvelle pour toi? Ben, c'est-à-dire, comme Québécois francophones, il y a beaucoup d'émotivité dans notre vote. C'est arrivé très souvent au Québec qu'il y a eu une envolée comme celle-là. C'est pour ceux qui nous écoutent, on a eu Jack Layton en 2011 où il est passé d'à peu près 10% à 40% du vote. On a eu René Lévesque dans les années 70 ou Lucien Bouchard qui était premier ministre où il y a eu véritablement un vent de folie derrière ça. Donc au Québec, on est habitué. Au Canada anglais, William, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Wow. Ça n'est jamais arrêté. J'ai fait le tour des sondages depuis les années 50. Jamais il y a eu une montée du kit au double de 21 à 44% des voix. Ce n'est jamais arrivé parce que au Canada anglais, quand ça grimpait de 3-4 points, les gens deviennent hystériques. C'est un changement majeur. Au Québec, quand ça bouge de 15-20 points, on appelle ça une saute d'humeur. Mais au Canada anglais, c'est pas normal ce qui s'est passé à cet égard-là. Et derrière ça, comme je dis, c'est devenu un vote rationnel parce que Mark Carney a fait une mauvaise campagne électorale. Il est soporifique comme candidat. Il n'y a rien, on parle d'un banquier, là. On ne parle pas de quelqu'un qui a un discours très vivant. Là. C'est un banquier. Mais c'est ce que les gens ont besoin à ce moment-ci. C'est pas de se faire émerveiller, mais de s'assurer de stabiliser les choses. Il y a un vieux dicton politique qui vient de mon père et qui s'applique parfaitement ici. On n'imprime rien sur une feuille qui tremble. Les Canadiens tremblent devant Donald Trump et Mark Carney est arrivé avec une réponse. Parce que le reste de la campagne, là, sur tous les autres enjeux, ils sont inexistants. Les autres enjeux sont totalement inexistants. Il y a un seul facteur. Les Canadiens ont peur des élucubrations de M. Trump et c'est le visage que vous voyez devant, que les gens disent, voyez, c'est le meilleur Canadien qui peut négocier avec vous. Ouais, alors qu'effectivement, Poilievre avait fait toute sa campagne contre Trudeau sur la volonté de faire exploser le système un petit peu. Hein. C'était pas clean the swamp, mais drain the swamp, mais pas loin de faire exploser le système, d'être une force disruptive dans tout ça. Alors que là, finalement, les Canadiens souhaitent qu'on continue pareil et qu'on fasse l'évolution. Donc, on va regarder tout de suite les intentions de vote de ton dernier sondage. Vas-y, je t'en prie. C'est l'image qu'on a vue il y a quelques secondes. Là. Regardez derrière Pierre Poilievre la phrase « Canada First ». Ouais. Ça, c'est de l'américain. Ça, c'est « America First ». C'est le même libellé qu'aux États-Unis, mais à la manière canadienne. C'est là-dessus qu'il a essayé de faire sa campagne électorale et forcément, il a été complètement déjoué. Il a été complètement... Ça a marché pour un moment. Hein. Il faut vraiment le préciser, vu de France, c'est que ce sont des thèmes. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est quelque chose que peut-être vous pouvez projeter sur ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on a vu que ces campagnes qui sont populistes, nationalistes, fonctionnent, mais d'un coup, lorsqu'on les confronte à la réalité c'est ce qui se passe aux États-Unis, ça ne fonctionne plus. Et on le voit justement dans vos intentions de vote. Alors pour toi, c'est assez clair, évidemment. Le scrutin est lundi et il peut y avoir des surprises, etc. Mais pour toi, aujourd'hui, pour votre institut, pour l'Institut Léger, il y a une avance du Parti libéral qui va au-delà de la marge d'erreur, c'est ça? Oui, aujourd'hui, s'il y avait élection aujourd'hui, le Parti libéral serait élu. Il reste encore une semaine à l'élection et on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs qui attendent la dernière minute pour faire leur choix. Mais voyez les résultats, vous avez 43% pour le Parti libéral, qui est actuellement au gouvernement, et 39% pour le Parti conservateur. C'est 4 points d'avance. Mais derrière ça, c'est que le Parti conservateur a besoin, dans la structure actuelle, d'avoir 3% de plus que le Parti libéral pour gagner. Pourquoi? Parce qu'on n'élit pas le premier ministre ou le président ici. Ce qu'on élit, ce sont des députés dans les comtés. Et le Parti conservateur est très fort dans les provinces où il y a peu de députés. Dans l'Ouest canadien, l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan. Et c'est en Ontario et Québec où il y a le plus de députés. Donc, il a beau avoir un score égal au Parti libéral, à cause de la concentration de son vote, ça ne lui donne pas une majorité de sièges. L'objectif de l'élection canadienne, c'est pas d'obtenir le plus de pourcentage, c'est d'avoir une majorité de sièges à l'Assemblée. Et vous avez parlé des 343 députés. Ça prend donc 172 députés pour former la majorité. Et à 39%, c'est trop court pour le Parti conservateur.
Et là, si tu tentais de convertir ces chiffres-là en termes de députés, je sais qu'actuellement, le parti libéral, qui est en difficulté, n'a plus que 152 députés, donc n'a pas une majorité absolue, a une majorité relative. Est-ce que tu penses que la majorité absolue est quelque chose d'envisageable ou on va rester dans une formule qui est autour de ces 170? Ah, c'est important parce qu'ils ont 152 députés aujourd'hui, mais ils en ont fait élire 160 il y a 4 ans. Entre-temps, vous avez des comtés qui sont vacants, ils ont eu des pertes en élection partielle sous Trudeau qui vont regagner aujourd'hui. Si on repart de la dernière élection à 160, ils ont besoin que de 12 sièges de plus pour gagner l'élection, alors que le Parti conservateur a besoin de 53 sièges de plus Oui. pour gagner l'élection. Fait que la pente est trop difficile pour le Parti conservateur. D'ailleurs, au Québec, au Canada, l'élection, c'est simple. Ce sont les Ontariens, donc l'Ontario, où il y a 122 sièges, qui décident du gouvernement, et ce sont les Québécois qui décident si c'est majoritaire ou minoritaire. Et ça, c'est un peu l'esprit de la campagne électorale. Parce qu'actuellement, les libéraux sont en avance en Ontario, ils peuvent espérer faire des gains au Québec en termes de sièges. Donc, on s'enligne vers une possible majorité libérale. Mais si l'une des deux provinces réagit de façon différente, c'est là que ça peut perturber. Le reste du Canada est assez prévisible. On sait que l'Alberta est hyper conservatrice, que la majorité des sièges vont du côté conservateur. Et on sait que dans les provinces atlantiques, ce qu'on dit les provinces atlantiques, c'est les 4 provinces qui sont maritimes, là, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, du Prince-Édouard et Terre-Neuve, là, probablement que peu de Français ont visité. Là. Ces 4 provinces-là sont très libérales. Sont très libérales. Fait que vous avez un coin qui est très libéral et vous avez un coin qui est très conservateur. Mais l'Ontario, particulièrement tout ce qui est autour de Toronto, c'est plutôt libéral. Et Ouais, une des raisons pour ça, je te pose une question. À oui. Toronto, je te posais la question, combien de gens qui vivent à Toronto aujourd'hui sont nés à l'extérieur du pays? Ah, ça doit être, ça doit être une majorité d'habitants Toronto, je sais pas, ça doit peut-être au moins 60% vu là. 47. Ah ouais, C'est 47% 47, c'est énorme. qui vivent à Toronto, et pas qui sont immigrants, mais qui sont nés à l'extérieur du pays. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, vous avez des immigrants de deuxième, de troisième génération. Fait que c'est la ville la plus multiethnique au monde, la ville de Toronto. Wow. Et la conséquence de ça, c'est que le vote libéral est très fort auprès des communautés parce que c'est le parti le plus ouvert, le plus inclusif. Alors que le Parti conservateur, c'est un parti un peu plus exclusif. Et la conséquence, c'est que Toronto est de plus en plus libéral à cause du phénomène de la nouvelle immigration qui embrasse les politiques du Parti libéral. Ça lui Ouais. donne un avantage certain. Et je lisais justement, je crois que c'était dans le Wall Street Journal il y a 2 jours, il y avait un énorme article sur Toronto en disant comment ça allait redevenir comme cela avait été au moment de la guerre au Vietnam, où vous aviez eu une émigration massive d'Américains sur Toronto et qu'ils étaient en train d'assister au même phénomène, des scientifiques, des intellectuels, des personnes qui sont plutôt d'un niveau d'études assez important, qui quittent les États-Unis actuellement sous Trump et leur première destination c'est Toronto. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Je voulais justement qu'on regarde dans les intentions. Tu viens de parler par province. Juste pour visualiser ça, c'est vraiment ce que j'apprécie toujours dans vos sondages, c'est que ça rentre dans le détail. Là, ici, lorsque c'est les États-Unis, tu nous divises ça par zone géographique. Là, maintenant, vous avez toutes les provinces, mais ce qui est intéressant, évidemment, vous allez par le sexe, le genre, l'âge, et on voit quand même que le soutien de McCartney, il est quasi uniforme, à l'exception d'une province. Sinon, il y a vraiment un sentiment de candidat, c'est quand on revient à cette image française tout à l'heure, de candidat d'union nationale. Oui, mais le Canada est un pays tellement grand, tellement vaste. Là. Des fois, on peut pas s'imaginer. J'avais un confrère français qui était à Montréal et on venait de faire une acquisition à Edmonton, en Alberta. Il dit, pourquoi on y va pas ce soir? Je veux juste expliquer que la distance entre Montréal et Edmonton est supérieure qu'entre Paris et Moscou.
juste pour vous expliquer la grandeur du pays. Et on ne vit pas de la même manière dans l'Ouest canadien ou à Vancouver qu'on vit à Montréal ou dans l'Est du pays. C'est un pays qui est immense. Et c'est pour ça que vous avez les 6 colonnes qui sont là par région. Vous voyez, dans les provinces atlantiques, par exemple, la troisième colonne, vous voyez ATL, c'est les provinces atlantiques, où, comme je disais tantôt, c'est dominé par le Parti libéral, 53 contre 35. Allez complètement juste avant le AB, l'Alberta. Ouais. Alberta, une province totalement conservatrice, 58-27 pour le Parti conservateur. Ouais. Vous voyez des différences énormes au Canada par province. Celle qui nous intéresse le plus, c'est le Québec, bien sûr. Et vous voyez, vous avez le Parti libéral qui est à 42% au Québec et le Bloc québécois à 26%. Vous voyez, c'est uniquement au Québec où il y a véritablement une opposition autre que celle des conservateurs et le Parti libéral, avec ce bloc-là québécois qui sont des indépendantistes au fédéral, ce qui est assez unique, hein? Vous avez un groupe d'indépendantistes qui sont élus au Parlement fédéral pour protéger les intérêts du Québec. C'est unique. Ouais, c'est le côté Astérix. C'est le côté Astérix que moi j'aime beaucoup du Québec. Le petit village qui résiste, mais c'est très bien, il faut continuer à résister. Mais justement, ce qui est intéressant dans cette élection qui est unique, et c'est quelque chose que l'on voit dans ton sondage, c'est le fait que il y a des électeurs québécois qui sont indépendantistes, mais qui, cette fois-ci, ont décidé de voter pour le candidat qui leur permet d'être la meilleure défense pour lutter pour résister à Donald Trump. Est-ce que c'est pour ça que, parce que je me suis demandé, vous avez une catégorie sur le second choix. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait cette catégorie en allant demander aux gens, OK, vous allez voter ça, mais quel serait votre second choix? Pourquoi en tant qu'institut de sondage, vous vous intéressez à cette question qui finalement est complètement virtuelle, vu qu'il n'y a pas, c'est pas un vote à choix multiple? Oui, exactement. C'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs qui votent stratégique. Et là, il y a beaucoup d'électeurs néo-démocrates, donc de gauche, qui se disent ce qu'il faut faire surtout, c'est empêcher la droite d'y aller, comme on le voit en France. Et ce qu'on fait, c'est qu'ils vont voter pour le Parti libéral, vraisemblablement. Mais on voulait voir derrière ce choix-là, quels pourraient être les transferts de vote possibles. Et le NPD est le premier choix, le deuxième choix, le deuxième choix au Canada anglais. Et au Québec, vous allez retrouver le Bloc québécois qui est le deuxième choix de la majorité des électeurs. On le fait aussi parce qu'il y a un phénomène nouveau en politique, c'est qu'il y a 10% des électeurs qui décident définitivement le jour du scrutin. On sait que ça peut encore bouger. On dit, j'en ai déjà parlé, William, le problème, c'est que c'est pas les sondages qui sont pas fiables, ce sont les électeurs qui sont pas fiables. C'est de plus en plus difficile pour le sondeur parce que les gens ne sont pas loyaux à leur parti politique, comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu naissais socialiste, tu mourrais socialiste. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Tu vas voter socialiste, tu vas t'en aller à la droite, ensuite tu vas aller à l'extrême gauche, tu vas revenir. Il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'on vote beaucoup plus dans le ici et maintenant. Et c'est pour ça qu'on pose des questions comme ça pour voir la tendance. Il y a d'autres tendances qu'on n'a pas décelées. Ça, c'est un bon indicateur, le deuxième choix. Ok, très bien, très intéressant. Vous avez aussi demandé, au-delà des intentions de vote, alors on n'est plus dans l'intention de vote, c'est de demander aux électeurs qui serait, d'après eux, le meilleur Premier ministre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne demande pas forcément, j'insiste là-dessus, pour qui vous allez voter, mais votre perception. Et on sait que les perceptions, on l'a vu avec Donald Trump, hein, qui avait la meilleure perception, par exemple, pour répondre aux enjeux économiques, fait que finalement, cette perception amène une victoire dans les urnes. C'est l'idée derrière cette question-là? Oui, c'est de voir la force du vote. Parce que si tu gagnes dans l'intention de vote, c'est une chose. Si ton chef est plus populaire, donc le meilleur premier ministre, c'est un deuxième facteur qui renforce le vote. Ensuite, on va leur poser la question, qui pensez-vous qui va gagner l'élection? On appelle ça au Canada le winnability factor. On va être du côté du gagnant. C'est un troisième facteur. Et le plus important va être le quatrième, les enjeux. Qui est le meilleur sur les enjeux principaux? Dans ce cas-ci, c'est la défense du Canada. Et tous ces facteurs-là favorisent Mark Carney. Et c'est pour ça que le vote est assez solide pour le Parti libéral, parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où Pierre Poilievre performe davantage que Mark Carney. Oui, on le voit d'ailleurs dans les prédictions, Thomas, si tu peux montrer exactement ce que tu viens de dire, c'est que
non, prédiction, Thomas, c'est le 18, le 16, voilà. Donc, voilà, donc il y a vraiment, hein, ça dépasse évidemment les étiquettes politiques, c'est que aujourd'hui les Canadiens s'attendent à une victoire de McCartney, et évidemment lorsque on plonge dans ce qui est les sujets les plus importants, ce que les Américains appellent les issues, les raisons, les raisons du vote, on se rend compte que là, effectivement, Donald Trump, la motivation à voter, Donald Trump se retrouve premier. C'est la 19, Thomas. Vas-y. Oui, exactement. Celle-là sur les enjeux, c'est probablement la plus Les importante de enjeux, l'élection. ouais. Qu'est-ce qui influence votre choix? Et vous voyez, les tarifs, l'implication de Trump, l'agression américaine, il y a un amalgame de noms, et c'est l'enjeu numéro un. Et quand on pose la question qui est le mieux placé pour défendre le Canada, Mark Carney a 20 points d'avance et plus sur Pierre Poilievre. Et il y a le sous-élément à ça, parce que l'histoire des tarifs, ça se transforme en inflation qui grimpe de plus en plus au Canada, qui est devenu l'enjeu numéro 2. Donc, les deux premiers enjeux sont éléments centraux. Après ça, vous avez le système de santé, la taxation, l'accès au logement et l'immigration, qui sont les autres enjeux, mais qui sont mineurs dans cette campagne-ci. Et ce qui fait que Mark Carney est relativement bien placé à cause de ça. Et on a fait des calculs, et 90% des gens qui gagnent l'élection gagnent parce qu'ils sont les favoris sur l'enjeu principal. Fait que tout est là, dans le fond. Ouais. C'est la préoccupation des Canadiens. Et à cet égard-là, il a dominé la campagne du début à la fin de la campagne sur cet enjeu. D'ailleurs, tous les jours, vous voyez M. Carney maintenir cet enjeu-là. Hein. Ça va aller mal, on est près de la récession, Trump, il faut se protéger. Il attise ça tout au long de la campagne, parce que cette campagne de peur-là, auprès des consommateurs canadiens, fonctionne. Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, donc c'est extrêmement clair sur cette illustration, comment c'est un sujet qui étouffe tous les autres. On pourrait même surpris. Moi, j'ai été surpris de voir, bon, évidemment, j'ai une vision de la sphère politique canadienne via le Québec, mais des sujets comme le changement climatique, où je sais que c'est un sujet qui est important au Québec. Là, on le retrouve, mais loin, très très loin, avec 6%. Et on se dit, lorsqu'on regarde cette courbe-là, que si on enlevait ces 35% au début, et que le premier sujet serait l'inflation, comme il a été aux États-Unis, McCartney aurait aucune chance de gagner. On est d'accord. Si ça avait été que ce sujet-là, ça aurait été du pain béni pour les conservateurs. Oui, c'était l'âme de Pierre Poilievre, axe de taxe. Et ça, c'est le facteur premier qui a fait son succès pendant 2 ans de temps, mais là, il s'est fait dépasser à cet égard-là. Et sur les changements climatiques, les deux candidats, Mark Carney et Pierre Poilievre, parlent de la mise en œuvre de pipelines, de s'assurer que l'acheminement de pétrole soit plus facile. Ils ont tous les deux un discours pétrolier, parce que dans l'Ouest canadien, l'industrie du pétrole, c'est fondamental. Et pourtant, les changements climatiques sont soutenus par la majorité des Canadiens, mais dans cette élection-ci, dans le moment d'urgence, avec la négociation avec les États-Unis, les gens se sont dit, pourquoi pas de nouveaux pipelines? C'est nouveau, là, parce que depuis 3 élections, on entendait de moins en moins parler. Ouais. Là, aujourd'hui, le discours a complètement changé. Là. Les gens sont vraiment en mode protection. Hein. C'est vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes avoirs, protéger ma famille, protéger mon commerce? C'est la dynamique qu'a créée Donald Trump. Il a réussi à faire peur aux Américains, mais il a réussi aussi à faire peur aux Canadiens. Non, c'est extrêmement clair, et donc il a réussi à rassembler contre lui, hein, parce que vraiment, vu de France, je veux que vous compreniez bien, c'est que cette coalition qui s'apprête, si les sondages sont justes, à voter pour Mark Carney, ce ne sont pas que des électeurs qui votent d'habitude libéraux. Hein, c'est ce que tu as dit, c'est que déjà, ça n'existe quasiment plus, les gens qui votent toute leur vie pour le même parti, mais on voit vraiment que ce sont des gens qui, pour une cause commune, et que donc Donald Trump a réussi à unifier, en gros, on a vu à une exception près, les provinces du Canada dans cette volonté de résister, et cette peur, comme tu l'as dit, cette campagne de peur. Je voudrais qu'on passe rapidement, mais parce que j'ai une question précise à te... Vas-y. Un commentaire. Je t'en prie. Il y a un élément fondamental pour les Français qui regardent le Canada. Les Canadiens ont une aversion au risque.
ce sont des gens qui n'aiment pas prendre de risques. Les Québécois, un peu plus que les Canadiens, mais au global, on ne veut pas de risques. Et depuis la Confédération, la majorité des gouvernements ont été dirigés par le Parti libéral. Parce qu'essentiellement, le Parti libéral, ce qu'on appelle le Natural Governing Party, là, le parti naturel du gouvernement, ça a toujours été le Parti libéral parce que quand tu votes pour libéral, tu es sûr qu'il ne se passera pas grand-chose. Il n'y a pas de risque. Tu les connais depuis longtemps. Alors que si tu votes conservateur, il y a un risque sur l'avortement, sur des prises de position plutôt radicales, de droite. Si tu votes NPD, il y a un risque encore plus grand. On parle de la révolution socialiste, là. Et si tu parles pour le Bloc, c'est encore plus grand parce que là, on parle de l'indépendance du pays. Oui, quand tu n'aimes pas le risque, ben, tu te réfugies sur la valeur sûre. Ouais, c'est un vote centriste. C'est un peu centriste, puis il n'y a pas vraiment de conséquences. Et là, c'est jumelé au fait que maintenant, pour se battre contre Donald Trump, ben, ils ont réussi à choisir un candidat qui est parfait pour le rôle. Oui, non, c'est très intéressant. Je voulais qu'on parle rapidement, et pendant qu'on parle, Thomas va passer à travers les différentes questions que vous avez posées. Il vient d'avoir, donc, pareil, amis français, il y a eu 2 débats. Il y a d'abord, et c'est aussi une spécificité du Canada, il y a eu un débat en langue anglaise et puis un débat en langue française. Et donc, vous êtes allé mesurer l'impact de ce débat-là. On a beaucoup parlé, toi et moi, on avait fait plusieurs émissions sur le sujet avant les débats, après le débat de la campagne, évidemment, sans parler du débat qui a changé l'élection américaine, qui est celui de la performance de Joe Biden en juin dernier. Est-ce que les 2 débats que vous avez eus, en général, ont un impact dans l'élection du Canada, ou alors c'est un petit peu comme aux États-Unis, où pas vraiment, ça renforce plutôt l'opinion que l'on a d'un candidat. C'est-à-dire, si on est supporter de Mark Carney, on trouve qu'il a fait une bonne performance. Si on est supporter de Singh, de Blanchet ou de Poilievre, on trouve qu'ils ont fait des bonnes performances, ou est-ce qu'il y a vraiment une importance à ces moments? Beaucoup moins qu'on le pense. Il y a toujours des attentes élevées, mais c'est pas comme en France où les gens s'affrontent directement. Ici, ce sont des questions polies de l'animateur, un après l'autre, quelques confrontations, mais au Canada anglais particulièrement, les gens sont tellement polis l'un envers l'autre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat. Même Pierre Poilievre, qui est un politicien agressif, pour dire même abrasif, durant le débat, là, il était ce qu'on appelle premier ministrable, c'est-à-dire sympathique, avec le sourire et parlant il a de son appris à sourire. C'est très rare. C'est arrivé dans l'histoire. Brian Mulroney, dans les années 80, qui avait une répartie très forte, qui avait vaincu son adversaire. Mais la plupart du temps, on ne gagne pas un débat. On peut le perdre, par contre, comme Joe Biden aux États-Unis. Mais le gagner, vous voyez, on demande aux Canadiens qui a gagné le débat, 38% de Mark Carney, 39% pour M. Pierre Poilievre. Ouais. C'est très canadien comme réponse, ça. Et en français, là, il faut faire attention, c'est un sondage qui est à travers le Canada, fait que ceux qui ont écouté en français avec traduction anglaise. Puis Yves-François Blanchet est perçu à 31, 22 pour Poilievre et 27. Mais si je pose la question uniquement aux Québécois, 45% ont dit Yves-François Blanchet, qui a dominé le débat. Pourquoi? C'est le seul francophone. Ouais. Pierre Poilievre parle relativement bien le français. Mark Carney, non seulement ne parle pas bien le français, il a difficulté à comprendre les questions. Ce qui fait qu'il était mal à l'aise dans le débat en français. Il a survécu, mais en bout de ligne, ça n'a pas du tout changé les intentions de vote. Peut-être un aspect un peu plus positif, M. Pierre Poilievre, parce qu'il est paru plus sympathique, mais ça a peu d'impact. Alors, tu sais, à force de t'entendre, j'arrête pas de penser à ça. Et en plus, dans le chat, on a beaucoup de monde qui vient de ce pays-là. J'ai presque l'impression que finalement, le Canada, quelque part, c'est un petit peu la Suisse de l'Amérique, on veut pas trop de risques, on n'est pas trop pour le changement. Finalement, on vote pour le candidat qui peut gérer le mieux le parti sans bouleverser la société. Et donc, c'est vrai que d'un coup, lorsqu'on garde tout ça en tête, l'arrivée, je reviens à ce que tu disais au début de Trump, qui est cet éléphant dans une boutique de porcelaine, c'est exactement ça. Il est venu tout faire exploser d'un pays qui était un petit peu endormi. En tout cas, c'est mon sentiment à t'écouter. Je ne dis pas trop n'importe quoi. Non, c'est tellement vrai. Il faut comprendre que le Canada, c'est un pays anglophone. Essayez de me nommer des entreprises canadiennes.
Même quand tu poses la question aux Canadiens anglais qui ne sont pas capables, ils vont nommer des entreprises américaines. L'économie est dominée par les grandes entreprises américaines. Au Québec, on a une certaine particularité. Il y a beaucoup de coopératives, il y a beaucoup de regroupements de marchands qui a fait qu'il y a une économie qui est parallèle par rapport au reste du Canada. Mais quand tu demandes à un Canadien d'exprimer pourquoi, quelle est la différence avec les Américains, ils vont seulement te répondre, nous ne sommes pas Américains. Parce qu'en réalité, ils écoutent les mêmes. Les 10 émissions les plus écoutées à Toronto, 9 sur 10 sont produites aux États-Unis. Les 10 émissions les plus écoutées au Québec, 9 sur 10 sont produites au Québec. Donc, on vit dans deux mondes parallèles ici au Canada. Mais les Anglais sont Américains. Si tu vas, par exemple, te promener à Calgary, ils aimeraient bien mieux faire partie des États-Unis que de faire partie du Canada. Il y a une proximité entre les deux pays. La seule chose qu'il y a, c'est Donald Trump, avec son style très cowboy, là, ça a créé un effet, un nationalisme très fort au Canada pour défendre le Canada parce qu'il y a une attaque américaine. Mais sinon, c'est difficile de faire la différence entre un Américain et un Canadien. Non, non, c'est vrai, et c'est d'ailleurs sur ça que Donald Trump compte lorsqu'il parle de 51e étape. Il y a une dernière partie. Alors là, moi, Oui. Un commentaire sur ça. Quand Donald Trump dit que le Canada doit faire partie d'un 51e américain, moi, j'ai des bureaux aux États-Unis, que les commentaires des gens, c'est « On ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas faire partie des États-Unis. » La réaction, c'est comme une incompréhension pour eux. Là, c'est une chance énorme de faire partie des États-Unis. Les Canadiens disent non, jamais dans le pays de Donald Trump. Non, c'est vrai que il faut comprendre ça. Tu fais bien de le dire que je parle des Américains, donc des États-Unis, ont une version une vision très centrée, très nombriliste sur les États-Unis. Ils se considèrent, ils sont éduqués dans l'idée que les États-Unis, c'est le meilleur et le plus grand pays du monde. Et c'est vrai que certains ne comprennent pas lorsque on tend la main en leur disant « mais venez », que les gens disent, ils hésitent. Ils hésitent. Je sais que ça peut paraître choquant, mais c'est dans la mentalité américaine, tu fais bien de le préciser. Dans votre sondage, la dernière partie, alors moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, je ne m'y attendais pas. Vous êtes allé interroger les électeurs canadiens sur les fake news et la confiance sur les médias, parce que ça a été un des thèmes d'actualité. Je voudrais juste donner, avant de te laisser la parole, donner un exemple. Il faut savoir que l'élection canadienne est la première depuis que les médias sociaux, je pense ici au groupe Meta, a décidé de se ranger derrière Donald Trump et d'autoriser donc d'enlever tout ce qui est modération. Et désormais, vous pouvez avoir des fake news politiques sur Facebook sans qu'il y ait aucune indication que c'est une fake news. Et donc, vous êtes allé demander, pas que sur les réseaux sociaux, mais les médias en général, vous êtes allé demander aux électeurs s'ils avaient confiance sur la manière dont on traitait cette campagne et dont la manière dont on couvrait les différents candidats. C'est ça? Oui, mais on n'a pas vécu la même chose qu'aux États-Unis, des campagnes importantes de fausses informations. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'agressivité. Il faut dire que la campagne était très, très courte. Hein. Elle a duré 37 jours, qui est une des plus courtes campagnes de l'histoire. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de préparation. Il y en a eu toutes sortes de messages à gauche et à droite, là, mais globalement, les gens ont relativement confiance. Ils ont confiance aussi dans les institutions publiques comme Radio-Canada ou comme TVA au Québec. Il n'y a pas la même proximité avec la télé américaine qui est très partisane, qu'elle soit de gauche de MSNBC ou de droite de Fox News. On n'a pas la même réalité ici. Les médias sont plutôt centristes. Centre-gauche probablement, mais centristes. Là. Vous voyez, la réponse, c'est 52% ont confiance dans les médias traditionnels versus 43% qui n'ont pas confiance. Donc, ça n'a pas été un enjeu majeur dans l'élection parce qu'on le suivait de proche, nous, de très près, cet enjeu-là. Mais ça n'a pas été le cas. Ce qui était le cas, par contre, c'est les premières vidéos fake. Et là, c'est plus épeurant. On arrive dans la campagne avec des gens qui s'expriment. Ce n'est pas eux qui s'expriment. Vous voyez leurs photos, leurs messages. Et il y a eu beaucoup de jeux. Par exemple, d'un Pierre Poilievre qui dit quelque chose, mais finalement, le deepfake, là, le vidéo démontre qu'il est en train de dire autre chose. C'est le début, là. Ça n'a pas perturbé la campagne, mais on sent que ça va prendre un peu de gestion pour empêcher. Oui, et on voit que les électeurs canadiens sont complètement au courant
parce qu'ils ont vu ce qui se passe aux États-Unis, où il y a eu beaucoup de deepfakes pendant la campagne. Ouais. Et on le voit de plus en plus sur n'importe quel sujet, et c'est de plus en plus difficile en plus à discerner. Et donc, il y a quand même s'il y a une confiance actuelle, vous avez pu mesurer une inquiétude, c'est ça, par rapport à cette manipulation des médias? Oui, il y a une inquiétude, mais c'est encore assez loin. C'est pas lié à la campagne, mais une inquiétude surtout de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les jeunes. Alors, regarde les jeunes. Vous voyez, les jeunes sont au même niveau que les autres. Parce que dans différentes études que je fais sur la jeunesse, ils ont ce qu'on appelle un détecteur de mensonges. Bullshit detector. Les jeunes sont capables de voir le mensonge. Le problème, c'est qu'ils vont le partager quand même, pour le plaisir de le partager. C'est la difficulté, c'est qu'ils savent que ce qui est dit, c'est pas vrai, mais c'est drôle. Donc, il y a une gestion différente de la fausse information qu'une personne plus âgée qui va dire non, il n'y a pas question que je partage ça, puis j'y perds ma crédibilité. Donc, on apprend à gérer ces fausses informations-là, mais ça devient un enjeu important. À l'élection française, ça va être catastrophique, ce qu'on va faire dire aux candidats qui n'auront jamais dit. Après ça, essaie de corriger ces mauvaises impressions-là, ça va être extrêmement difficile. Ouais, non, ça existe déjà, et je suis d'accord avec toi que le prochain pays où la désinformation sera un véritable outil de campagne, ça va être la France. On est, comme vous dites, au Québec, on se rend compte qu'on est en train de mettre la table pour ce moment-là. En parlant de désinformation, c'est la dernière question de votre sondage. Vous avez demandé aux électeurs s'ils ont le sentiment d'avoir été confrontés à de la désinformation depuis le début. C'est bien ça là, oui. Ouais. Exactement. 28% ils disent qu'ils ont été exposés à la désinformation ou leur perception de la désinformation, parce que je suis quand même dans le monde virtuel, là. Et regardez le dernier parti de l'extrême droite. C'est un parti complotiste, le PPC. Vous voyez, 52% disent oui. Ça, c'est un parti assez très marginal, 2% des intentions de vote, mais ce sont nos complotistes en chef là, qui font partie de ce parti-là. Et bon, c'est quand même rassurant de voir que ces partis complotistes on a toujours le sentiment lorsque on fait l'erreur de croire que les réseaux sociaux sont la vraie vie. On a l'impression que ce sont des partis beaucoup plus gros parce qu'ils sont là en permanence à avoir une présence extrêmement importante sur Twitter, sur X, donc sur Facebook, mais surtout sur X. Et puis on se rend compte que finalement, ils représentent 2%. C'est un aspect rassurant. C'est un aspect rassurant. Parce que sur les médias sociaux, ils se prennent tellement d'importance, alors que dans la réalité, tellement. Je vais te demander pour conclure, c'est vraiment de la politique fiction pour le coup. Je sais que, comme tout le monde, tu détestes ça, donc je vais te poser la question. Pas sur... imaginons que tes sondages soient exacts et que donc Mark Carney est le prochain Premier ministre. Il est déjà Premier ministre, mais il soit donc élu pour un nouveau mandat avec une majorité un petit peu plus forte. Il se passe quoi avec Donald Trump? C'est quoi la porte de sortie? Lorsque Carney, plus tard en deuxième partie d'émission, on reverra cette vidéo où il dit clairement, alors est-ce qu'il le pense? Est-ce que c'est un argument de campagne? Il dit voilà, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque, on ne peut plus faire confiance aux États-Unis. Est-ce que tu penses que le Canada va vers ça, c'est-à-dire se tourner vers, je ne sais pas, l'Europe, se tourner vers la Chine et décider que ce voisin, ancien allié, ancien ami, ne l'est plus, ou tu crois qu'il va y avoir une gestion pratique de McCartney qui va essayer de se dire non, mais on ne peut pas continuer comme ça et de tenter de se rapprocher pas de Trump lui-même, mais des États-Unis pour trouver un terrain d'entente. Comment tu vois ces prochaines années? Moi, je pense que c'est de survivre jusqu'au midterm, aux élections de mi-mandat, où les Canadiens espèrent que la majorité sera démocrate à ce moment-là. Donc, de survivre, parce qu'il y aura des négociations sur le libre-échange nord-américain qui devraient débuter après l'élection, selon la discussion que Mark Carney avait eue avec Donald Trump. Sauf qu'on sait que Donald Trump a beaucoup d'autres préoccupations à ce moment-ci.
un marché qui est totalement catastrophique, un marché financier qui est catastrophique, ces négociations avec la Chine qui vont pas très bien, ces négociations avec l'Ukraine et la Russie qui aujourd'hui ne vont pas très bien non plus. Il y a d'autres préoccupations. Parce que l'important avec Donald Trump, c'est de ne pas être dans son viseur. Donc, au Canada cherche à se faire oublier le plus possible et à gagner du temps d'ici les élections de mi-mandat. Il y a un autre enjeu qu'on parle très peu. L'élection du Parti libéral, la réélection du Parti libéral pour un 4e mandat, peut créer un effet dans l'Ouest canadien qui se sent toujours mis de côté par le gouvernement central de Toronto, qui est dirigé par les libéraux, alors que les autres sont davantage dans l'Ouest. Il peut y avoir une certaine violence au Canada suite à l'élection parce que les gens vont se sentir mal à l'aise avec un nouveau gouvernement libéral quand ça fait 4 ans qu'ils pensent que les conservateurs seraient au pouvoir, et particulièrement les conservateurs de l'Ouest, parce que on sait que le député Pierre Poilievre est quelqu'un de Calgary. C'est vraiment l'Ouest contre l'Ontario central, cette élection-ci. Et c'est majeur, parce que, par exemple, un exemple, le Québec, il y a 35% des Québécois qui sont pour la souveraineté. Quel est le taux en Alberta qui prône la séparation d'Alberta? On est rendu à 29%. Ah oui. Le Canada, avec l'élection du Parti libéral, il y aura d'autres problèmes existentiels qui vont devoir régler. Donc, un problème externe avec Donald Trump, un problème interne de cohésion entre l'Ouest canadien qui va être frustré de l'élection du Parti libéral et l'Est qui, elle, va être très satisfaite de l'élection. Ouais, oui, c'est on ne peut pas prédire l'avenir. Les pressions et les forces externes et les forces internes vont être très difficiles à gérer pour Mark Carney. Ouais, non, c'est extrêmement intéressant parce que ouais, non, quelque part, ça veut dire aussi que Trump, ce qu'a fait Trump, a accéléré, en tout cas, a mis en avant ses failles intérieures, parce que d'un coup, ça peut devenir un véritable enjeu. Donc, une situation extrêmement complexe pour le prochain Premier ministre de gérer le voisin américain et puis de tenter d'unifier. Je ne savais pas qu'il y avait ce taux, souvent, et c'est une question qui revient ici, où on nous dit, avant l'élection de Trump et encore plus depuis, en disant mais est-ce que les États-Unis vont se désunir encore plus et vont se diviser? Et c'est intéressant de voir qu'il y a les mêmes phénomènes de fond au Canada, avec donc des volontés séparatistes dans plusieurs États, dans plusieurs provinces, excuse-moi. Oui, puis l'autre facteur, une question qu'on a posée un peu plus tôt, c'est que le Canada souhaite se rapprocher de l'Europe. Le premier voyage qu'a fait Mark Carney, c'est de rencontrer Emmanuel Macron, qui est un ami personnel, de rencontrer le premier ministre de la Grande-Bretagne également. Et cette relation-là est fondamentale parce que le Canada contre les États-Unis, nous ne sommes pas de taille. L'alliance avec l'Union européenne est fondamentale pour l'avenir du Canada. Et à mon avis, le lendemain, ça va être la première action du premier ministre canadien, c'est de renforcer cet allié-là, se renforcer d'abord politiquement, mais surtout économiquement par la suite. Donald Trump a changé à jamais la relation entre les Américains et les Canadiens. C'est une relation d'amitié qui est aujourd'hui conflictuelle. Et quand on pose la question aux Canadiens, est-ce que vous jugez que les Américains sont davantage des amis ou des ennemis? La majorité des Canadiens disent que les Américains sont maintenant des ennemis. Ça a changé. C'est complètement fou de penser que ça n'a même pas pris 100 jours pour arriver là, pour détruire des décennies d'histoire. C'est affolant, et ce qui est intéressant comme enjeu à suivre, c'est que oui, je suis d'accord avec toi que la résistance canadienne doit s'unir avec la résistance européenne, mais Donald Trump a déjà prévenu que si les Canadiens se rapprochaient de l'Europe pour créer cette espèce de groupe ensemble, il serait encore plus agressif vers vous. Il essaye de vous placer dans une situation où il n'y a pas de solution gagnante pour le Canada. Oui, mais arrêtons de l'écouter. Faisons ce qu'on a à faire. Voilà, c'est une magnifique conclusion. Merci. Merci Jean-Marc, c'est super intéressant. Écoute, tu sais ce qu'on pourrait faire, c'est évidemment, je sais que tu vas être extrêmement pris et occupé le jour de l'élection et le lendemain, mais on pourrait imaginer une émission après les résultats, pour que justement on essaye un petit peu de
d'un petit peu comprendre la portée de tout ça et d'essayer de se projeter. Je trouve que c'est important de ne pas simplement commenter l'actualité, mais d'essayer de se projeter et de décrypter tout ça lorsqu'on aura plus de détails. Donc, si tu es partant, la porte est grande ouverte pour ton retour. En tout cas, merci. J'ai vu des tas de messages dans le chat. Tu vois, j'avais promis de te libérer à 15 heures. Il est 15h01. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est un énorme effort. Merci, William. C'est toujours un plaisir. Je suis toujours disponible. On s'en Écoute, reparle. merci. À très vite. Bonne fin de journée à toi. À plus tard. Au Au revoir. revoir.